Isabelle Bertrand, qui est docteure en sciences sociales. Elle travaille avec Christian Coureau, qui a eu l'occasion de présenter hier également. Elle va nous parler des apports de la méditation de pleine conscience sur le vécu du confinement lié à la pandémie Covid-2019. Il est bien clair que les INM ont un rôle absolument indispensable à jouer. Hélas, on ne les a pas beaucoup entendus dans les médias. Madame Bertrand, c'est à vous. Bonjour. Je vais vous présenter dans cette communication aujourd'hui, je vais vous présenter donc les apports de la méditation pleine présence sur le vécu du confinement lié à la pandémie de Covid-19. Donc, c'était au niveau du premier confinement. Donc, au niveau des conflits d'intérêts, donc je n'ai aucun conflit d'intérêt financier ni en lien avec des sociétés commerciales. Par contre, j'ai un intérêt avec cette présentation puisque je suis formatrice en méditation pleine présence, qui est donc le thème de cette étude. Pour vous présenter un peu le contexte et introduire cette présentation, donc c'était le contexte du premier confinement lié au Covid-19. Donc, c'était une période particulière puisque c'était un confinement qui était donc décidé par le gouvernement. Et ce premier confinement peut être vu comme un événement imprévu et inédit. Tout le monde le monde entier était arrêté. Et donc, avec une absence de maîtrise de la situation, c'était vraiment une des caractéristiques de cette période. C'était qu'on ne savait pas, on savait quand ça avait commencé, mais on ne savait pas du tout comment ça allait évoluer. Et ces trois caractéristiques, imprévu, inédit et absence de maîtrise de la situation, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve quand on décrit des phénomènes de stress, des stressors. Donc, on peut dire que le premier confinement était générateur de stress, de différentes peurs variées selon les personnes, d'anxiété, de suractivité pour certains, d'isolement pour d'autres. Et donc, c'est dans ce contexte de stress presque mondial qu'on a émis le projet d'accompagner certaines personnes par la méditation pleine présence. Quelques mots sur la méditation pleine présence. Donc, c'est une intervention non médicamenteuse qui est issue des travaux du professeur Danny Bois, qui est docteur en sciences de l'éducation. Cette nature de méditation est une pratique centrée sur l'évolution du mode relationnel. Ainsi, elle vise à améliorer le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde et le rapport aux événements via le média de la perception. Les supports de cette méditation peuvent être différents. On y retrouve par exemple le rapport au silence, le rapport à l'immobilité, le rapport à la chaleur humaine, le rapport au vécu corporel par le déploiement de perceptions internes et le changement de rapport à sa pensée. Ainsi, le participant à la méditation évolue d'une attitude qui consiste à poser son attention sur un état qui est d'être attentionné à, de prendre conscience de sa présence à un état d'être présent à. Ainsi, on peut définir le projet de la méditation pleine présence comme devenir sujet de son expérience et de sa vie, un sujet percevant, un sujet pensant et un sujet ressentant. Donc, c'est une pratique qui est guidée verbalement et qui respecte un déroulé pédagogique progressif. C'est une progressivité donc, dans les consignes qui consiste à donner des consignes d'abord simples, comme écouter le silence, à des consignes un peu plus élaborées, comme écouter la qualité du silence. Est-il lourd? Est-il léger? Est-il épais? Est-il froid? Est-ce qu'on est dans un silence froid? Est-ce qu'on est dans un silence chaud? Est-ce qu'on est dans un silence enveloppant? Est-ce qu'il est vide? Et puis, on va vers des consignes un petit peu plus subtiles encore, qui sont comme écouter les effets du silence sur son état intérieur, sur sa pensée. Donc, c'est vraiment une pratique introspective. Alors, les objectifs de cette recherche étaient au nombre de 2. Donc, le premier était de comprendre, le deuxième était d'évaluer les apports de la méditation pleine présence
sur le vécu du confinement lié à la Covid-19 pour des personnes connaissant la méditation pleine présence à 93%. Concernant donc le déroulé pédagogique, il s'agissait donc de 2 formateurs en méditation pleine présence qui ont proposé, donc la population, c'était des stagiaires en cours de formation ou des professionnels formés en fasciathérapie ou en somatopsychopédagogie. Les méditations se faisaient via la plateforme Zoom et donc c'était un groupe de 110 personnes. Donc au début du confinement, il y avait une vingtaine de personnes et puis au fur et à mesure des méditations, plusieurs personnes se sont ajoutées jusqu'à arriver à un groupe de 110 personnes. Le rendez-vous était fixé à 20h45. Selon la demande des participants, la fin de journée avait été privilégiée pour pouvoir récupérer de la journée avec les enfants, récupérer de la journée au travail, récupérer de la journée de stress et pour pouvoir mieux dormir aussi. La durée de la méditation était d'environ 25 minutes. Au total, 15 méditations entre le 20 mars 2020 et le 9 mai 2020, soit une régularité tous les 3 jours. Les méditations étaient en direct et enregistrées et mises à disposition via un lien vers Google Drive et via WhatsApp. Donc, les participants, à la fin de la méditation, recevaient la méditation enregistrée, ce qui laissait la possibilité de réaliser la méditation au moment de leur choix et éventuellement de la réécouter à leur convenance. Concernant les thématiques qui étaient abordées dans ces méditations, il y avait 2 axes de travail. Le premier était ciblé sur le rapport au corps avec des thématiques comme l'écoute du silence, le respect de l'immobilité, l'accès à la chaleur humaine avec différents paramètres comme la compassion, l'empathie, la bienveillance, la perception d'une animation interne, la stabilité intérieure, la présence à soi et aux autres, la gestion de la respiration. Un autre axe était ciblé sur le développement de la potentialité, en essayant donc d'entraîner les participants à développer leur capacité à se laisser toucher par soi, par les événements. Il y avait aussi des thématiques sur l'évolution du rapport au temps, sur la nature de la pensée, sur l'ouverture à l'advenir, sur l'accès au dialogue intérieur, sur la capacité à entrer en relation avec les événements avec sérénité. Concernant maintenant l'étude à proprement parler, donc c'était une étude qui était par questionnaire auto-administré, qui était mis en ligne après le confinement et donc disponible du 15 mai au 3 juin. Et ce questionnaire était composé de 18 questions, 17 questions fermées, une question ouverte. Et ces questions ont été élaborées en fonction des effets connus de la méditation et des paramètres reconnus comme anxiogènes durant la période du confinement. C'est des paramètres qui ont été issus de des newsletters de la revue Cerveau et Psycho. Le questionnaire était disponible par le logiciel Lime Survey. Et donc, à la suite de ça, on a fait une analyse statistique des questions fermées via le logiciel Excel et une analyse classificatoire a priori et émergente via une méthodologie d'inspiration phénoménologique pour la question ouverte. Concernant maintenant les résultats, la population étudiée, donc 76 personnes ont répondu au questionnaire, 70% des méditants, 89% étaient des femmes, 11% des hommes. Concernant l'âge, la majorité des participants avaient entre 34 et 53 ans. On voit dans ce graphique qu'on avait aussi 20% des participants qui avaient 33 ans ou moins, donc des jeunes participants. Concernant le lieu de résidence, c'était important dans la période de confinement de savoir comment les gens étaient confinés. Donc, c'était en zone rurale pour 48%, en zone urbaine pour 26%, en zone périurbaine pour 26%. Qui était donc cette population? Donc, c'est des professionnels de santé essentiellement, puisque 71% de la population étaient professionnels de santé. 20% étaient des professionnels en première ligne, 13% en télétravail et 67% étaient confinés sans travail. En tout, 11% ont eu la Covid-19. Concernant maintenant le vécu du confinement.
70% des participants ont exprimé avoir éprouvé des difficultés à vivre le confinement. Concernant la nature de ces difficultés, donc dans les propositions qui étaient faites dans le questionnaire, 43% ont relevé une anxiété face à la divergence des informations. 39% ont révélé la peur de l'avenir et 22% un sentiment d'enfermement. 22% la peur d'avoir la maladie. Et certaines propositions énoncées dans le questionnaire n'ont pas du tout été retenues par les participants, comme la peur du complot, le sentiment de solitude, la peur du silence, la peur de s'ennuyer ou la peur de perdre son travail. Et certains participants ont énoncé des difficultés qui n'étaient pas proposées dans le questionnaire, comme la distance physique, la culpabilité de ne pas être utile, la perte de liberté, le sentiment de rejet, la peur vis-à-vis des soignants, la tristesse et la maladie. Concernant maintenant la pratique de la méditation pleine présence, 71% des participants ont augmenté leur temps de méditation pendant le confinement. Je rappelle que 93% des participants méditaient avant le confinement. Donc, on retrouve dans ce diagramme que on a donc 71% qui ont augmenté leur temps de méditation, 17% qui ont maintenu leur temps de méditation pendant le confinement et donc 7% qui ont découvert la méditation pendant le confinement. D'autres qui n'ont pas répondu à cette question. 54% de la population ont réalisé plus de 12 méditations. On voit dans ce graphique qu'il y a un pic à 15 méditations, donc probablement que c'était le moment le plus fort. Donc, on avait 15 participants pour ces 15 méditations. Probablement que c'était les participants qui étaient là au tout début de l'étude aussi, mais ça, je n'ai pas d'informations là-dessus. 99% des participants ont souhaité poursuivre les méditations après le confinement. Et pour 90% des participants, la méditation pleine présence a eu une place importante à très importante pendant cette période. Concernant maintenant les apports de la méditation pleine présence sur le vécu du confinement, donc parmi les propositions qui étaient proposées dans le questionnaire, donc on retrouve pour 59%, la méditation était l'occasion de prendre du temps pour soi. Pour 49%, c'était apaiser ses pensées. Et pour 38%, retrouver un calme intérieur. Donc évidemment, les participants pouvaient répondre à plusieurs propositions. On remarque que ces propositions sont centrées vraiment sur l'introspection. Et donc, on voit ici dans ce graphique que, par exemple, le moins retenu, c'était se protéger par rapport aux agressions extérieures, donc par rapport à l'extérieur. Concernant maintenant les apports, d'autres apports, donc ce que je vous ai placé dans changement perçu, c'est issu d'une échelle sémantique différentielle avec des propositions opposées. Et les témoignages sont issus de la question ouverte qui était « Pouvez-vous indiquer en quelques mots ce que vous avez appris de nouveau sur vous-même grâce à ces temps de méditation en cette période inédite ?» Donc, les participants ont indiqué, pour 99%, les participants ont indiqué que la méditation allait plutôt les amener vers du calme intérieur par rapport à l'anxiété. On a un participant qui témoigne retrouver un lieu de calme, serein, une forme d'apaisement intérieur. Pour 95%, ils ont noté que la méditation les emmenait plutôt vers être bien avec soi-même par rapport à un sentiment de solitude. Et un participant témoigne, ça m'a appris que je peux être bien juste avec moi-même. Pour 94%, les méditations les emmenaient vers le bonheur par rapport à la tristesse. Et un participant témoigne, il y a en moi un lieu de calme, ressourçant, où je peux retrouver avec joie, que je peux retrouver avec joie à chaque méditation. 93% des participants témoignent que les méditations les amènent plutôt vers des pensées positives par rapport aux pensées négatives. Et un participant témoigne, grâce à la méditation, j'ai appris que le temps n'est pas mon ennemi et j'ai retrouvé mon esprit positif qui était caché derrière une vie trop stressante.
d'autres apports. Donc, 92% ont témoigné du besoin de silence par rapport à la peur du silence. Un participant témoigne une évidence du besoin de silence et de la stabilité en découlant. 87% témoignent que la méditation les emmène vers la confiance en l'avenir plutôt que la peur de l'avenir. Un participant décrit « J'ai retrouvé des sensations de bien-être et de foi en l'avenir. J'ai pris conscience que l'inédit n'est pas forcément angoissant. » 84% témoignent d'un sentiment de lien social par rapport à un sentiment de solitude. Ce que j'ai appris de nouveau, c'est ce temps de pause hors du temps, mais relié avec d'autres méditants. Et ça, c'était nouveau pour moi. Dans un monde en pleine tension, le sentiment d'appartenance à un groupe bienveillant. Pour 84%, il y avait le besoin de s'intérioriser par rapport au besoin de s'activer. Ainsi, un participant témoigne « J'ai appris que j'avais réellement besoin de ce temps pour moi, besoin de silence et de me retrouver avec moi-même. » 83% des participants ont témoigné d'un sentiment de liberté par rapport au sentiment d'enfermement. Un participant témoigne « J'ai découvert une sensation d'ouverture d'esprit, de liberté et de joie, jamais vécue jusqu'à présent, tout en restant confiné. » 80% témoignent d'un sommeil reposant par rapport à des difficultés à s'endormir. J'ai réussi enfin à vaincre mes insomnies, me rendormir la nuit en méditant. 78% témoignent d'un apport sur la vitalité par rapport à la fatigue. Un participant témoigne « La pratique régulière m'a aidé à me reconnecter et à me ressourcer physiquement et psychologiquement. » Là, c'était un petit peu plus mitigé entre l'envie de rester chez soi et le besoin de sortir. Donc, 58% des participants ont manifesté cette envie de rester chez soi. Et il n'y avait pas de témoignage spontané concernant ce paramètre. Maintenant, concernant les catégories émergentes qui sont apparues donc, à l'issue de la question ouverte, donc, notamment un apport sur la résilience. La résilience face aux conditions de vie personnelles et professionnelles avec une meilleure adaptation aux événements. La résilience aussi face à la maladie, sentir son corps vivant malgré la maladie et se sentir à l'aise dans un groupe malgré la maladie. Il y avait aussi la notion de l'importance de la régularité des rendez-vous de méditation, du rôle de l'entraînement sur les effets de la méditation et de l'importance d'être relié à un groupe tout en restant chez soi. En conclusion, donc si je me réfère à une méta-analyse des effets de la méditation qui date de 2014, les principaux effets étaient notés sur les relations interpersonnelles, l'état d'anxiété, les émotions négatives, le trait d'anxiété, et plus faiblement sur des critères plus cognitifs ou mentaux comme la mémoire, l'apprentissage, les traits négatifs de la personnalité et la régulation des émotions. Concernant la méditation pleine présence, 2 études ont montré qu'il y a des effets sur ces mêmes critères et aussi sur l'estime de soi, la confiance, le calme, la sérénité et l'apaisement de la pensée. Donc on voit que dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement, le projet de méditation semblait totalement adapté et on voit qu'il a été fortement suivi puisque 75% ont réalisé 12 méditations sur les 15 proposées. Cette étude est donc complémentaire aux études précédentes et elle apporte des effets spécifiques liés au contexte. Les apports ont été importants dans cette période. Ils sont notamment portés sur des aspects spécifiques de la situation inédite de confinement, l'isolement social contraint, la distanciation physique, l'incertitude face à l'avenir, le chômage partiel, l'anxiété face à la divergence des informations, le sentiment d'enfermement, le besoin de s'activer, la peur de la maladie et de la contagiosité. Et ça a ainsi conduit les participants à avoir confiance en l'avenir, à se sentir reliés à un groupe virtuel, à avoir des rendez-vous réguliers chaque semaine, à trouver en soi un lieu de calme, de repos, de ressourcement, d'apaisement des pensées et des tensions et un lieu de silence. Voilà, je vous remercie.
Donc, je tiens à remercier évidemment chaque participant à ces méditations. Et puis, le congrès ICEPS pour avoir décalé dans un premier temps le congrès, puis là, avoir permis qu'il se produise dans ces circonstances qui sont difficiles. On est en plein dedans avec le confinement. Voilà, je vous laisse lire si vous le souhaitez la parole d'une participante, ou je peux vous la lire. J'éprouve une joie immense quand je reçois le mail pour m'annoncer qu'une méditation aura lieu le soir. Entre le moment où je reçois le message et la méditation du soir, je ressens un état d'euphorie intérieure déjà bienfaisante. Savoir que nous partageons, où que nous soyons, à plusieurs, ce temps de méditation me donne un sentiment intérieur que je ne saurais décrire, mais qui ne me laisse pas indifférente. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Madame Isabelle Bertrand, pour cette présentation. Il vous reste, et il nous reste encore 10 minutes. Je prends les compliments et vos compliments pour l'équipe d'organisation et je leur renvoie parce qu'effectivement, c'était une période un petit peu difficile. Je pense qu'on progresse même de jour en jour, donc cette deuxième session est plus fluide pour les internautes qui nous suivent. On a beaucoup de questions qui ont été posées. Une question de Michel Niquet-Pachou qui vous pose la question de la précision tout simplement entre la méditation en général, c'est un petit peu comme si on parlait de manger ou si on parlait de bouger. C'est une activité humaine qui se fait dans différents secteurs. Et évidemment, on passe à une intervention non médicamenteuse lorsqu'on décrit un protocole un petit peu plus précis. Et dans les médias, la méditation devenue INM la plus connue s'appelle le MBSR de Kabat-Zinn, donc le Mindfulness Based Stress Reduction. Y a-t-il une différence? Quelle est la différence de cette méthode d'Annie Bois par rapport au MBSR? Alors, je vais déjà dire que je ne suis pas experte de cette oui, autre forme de méditation, donc je vais dire ce que j'en connais, mais autant je suis experte de la méditation pleine présence, mais pas du tout de l'autre forme. Donc en fait, ce que je vais préciser, c'est quoi la méditation pleine présence, et puis en fait, la méditation pleine présence, c'est vraiment un travail d'introspection. Et le projet, c'est, si vous voulez, entre être conscient de et être présent à. Je pense que si chacun, par exemple, si on ferme les yeux chacun et qu'on se dit ça me fait quoi quand je me dis je vais être conscient de, et ça me fait quoi quand je dis je vais être présent à. Je pense qu'il y a une vraie différence déjà dans l'attitude, dans le projet de départ, en sachant que la présence et la conscience, c'est évidemment très lié. Et l'idée, si vous voulez, c'est de développer une présence à soi qui va nous rendre conscients. Mais le projet, il est d'abord corporel et il est d'abord dans, comment dire, s'entraîner à se familiariser avec l'expérience du corps, avec ce que je vis à l'intérieur de moi. Il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Et des fois même, ils savent pas, ils s'étonnent d'avoir une pensée qu'ils n'imaginaient pas pouvoir avoir. Et le projet de la méditation pleine présence, c'est d'être pleinement présent à ces états intérieurs, à la résonance des événements sur ces états intérieurs. Et le principe actif, si vous voulez, c'est d'abord je suis présent et ensuite je deviens conscient. Et le média de cette présence, c'est la perception. On développe énormément la perception qui est tournée vers l'intérieur, donc à partir des sens de la proprioception, de l'interoception, et puis d'un sens un peu plus large que un philosophe, Mène de Biran, appelait la perception immédiate interne, cette capacité à percevoir son état à l'intérieur de soi à ce moment-là, et puis bien évidemment la résonance des événements dans cet état, pour aussi apprendre à mieux se connaître. Dans la méditation pleine présence, il y a vraiment une pédagogie qui apprend à méditer, puisque méditer, c'est pas spontané. On en parle beaucoup en ce moment, mais il y a 20 ans, méditer, c'était un peu tabou. Donc méditer, c'est pas spontané, ça s'apprend. Et on a tout un protocole d'apprentissage pour permettre aux participants progressivement d'apprendre à méditer. Moi, je vois par exemple, quand j'ai commencé, je ne savais pas méditer, je ne sentais rien, il ne se passait rien, ça m'agaçait, enfin je m'ennuyais quoi. Quand je fermais les yeux,
toute seule dans le silence. J'avoue que je m'ennuyais un peu. Et progressivement, j'ai appris à ressentir des perceptions internes, un vécu à l'intérieur de moi, et j'ai appris même à le décrire jusqu'à arriver à l'enseigner. Et la particularité de la pleine présence, c'est qu'il n'y a pas d'objet extérieur. On récite pas un mantra, on n'essaie pas d'arrêter ses pensées, on ne pose pas son attention sur un objet extérieur. L'objet, c'est soi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Oui, en tout cas, on est un petit peu pressé par le temps et il y a différentes questions qui souhaitent vous être posées. Une question sur les participants. Il est évident que lorsque on va faire de la recherche, on va sélectionner des populations et on va essayer d'avoir une rigueur sur la sélection qui ont été proposées et avoir évidemment des conclusions que sur cette population. Est-ce que ces personnes étaient, je dirais, des personnes spécifiques et sur lesquelles vous pouvez conclure ou est-ce qu'elles étaient larges? Elles étaient, et vous l'avez évoqué, il y avait des stagiaires, donc est-ce qu'il n'y avait pas des personnes qui étaient tellement motivées finalement par le programme ou qui venaient déjà ou qui avaient déjà eu ce programme et qui auraient pu biaiser les résultats? C'est juste sur le plan méthodologique. Qu'est-ce que vous avez fait pour justement permettre une conclusion la plus rigoureuse possible sur le sujet? Oui. En toute transparence, évidemment, c'était des gens volontaires. En fait, l'élan de la proposition de ces méditations, c'était, je vous rappelle, le contexte de stress dans lequel tout le monde était. Nous, on avait arrêté nos activités de formation, donc c'était aussi un projet d'accompagnement. Donc le projet, il était presque plus de praticiens que de chercheurs au départ. Et ce projet d'accompagnement, quand on a vu les effets sur les gens qu'on accompagnait, on a décidé à ce moment-là de faire une étude. Donc c'est une étude rétrospective et c'est pas une étude prospective. Donc on n'a pas sélectionné des gens. Tous les gens qui avaient envie de participer à ce groupe de méditation ont participé. Et ça, c'était un choix. C'était un choix d'accueillir tous les gens à partir du moment où ils avaient une connaissance déjà a priori de la méditation. Ils avaient déjà pratiqué. C'était les conditions. Mais voilà, c'est une étude rétrospective, donc on n'a pas choisi un groupe au départ. Le groupe, il s'est constitué de lui-même. Très bien. Et l'étude, elle est née de la pratique. Pardon. Dans la posture que moi que j'avais dans mon doctorat de praticien-chercheur, qui est cette posture où la recherche enrichit la pratique et la pratique enrichit la recherche. Très bien. Une autre question autour évidemment de cette tragédie qui s'appelle la Covid et la façon dont on a vécu évidemment les uns les autres de façon différente. Est-ce que dans le congrès où nous traitons cette année de la douleur, est-ce que, vous l'avez évoqué, le stress, l'anxiété a amené peut-être une aggravation de certains patients qui étaient algiques et sur lesquels il y avait peut-être des bénéfices encore plus importants? Donc en résumé, est-ce que parmi les répondants, vous avez trouvé des informations de cette nature-là pour ceux qui avaient des douleurs? C'était pas le plus flagrant. Moi, j'ai envie de dire que ce qui était le plus important, c'est ce qui émerge en ce moment dans ce deuxième confinement, les questions qui sont posées sur la santé mentale. Et en tous les cas, dans ce qui ressort, c'était vraiment apaiser les pensées, retrouver du calme. C'était pas tant sur les douleurs. Mais par contre, on sait que le stress génère un terrain pro-inflammatoire qui est évidemment le lit de la douleur. Donc probablement, on le sait, que quand on diminue le niveau de stress, on diminue l'intensité de la douleur. Donc il n'y avait pas de réponse spécifique là-dessus, mais honnêtement, parce qu'on n'a pas vraiment questionné non plus, mais c'était... quand on abaisse le niveau de stress, on abaisse le niveau de douleur en diminuant cet aspect, ce terrain inflammatoire. Mais je pense qu'on agissait plus sur l'aspect dont les médias parlent plus, en tous les cas, dans ce deuxième confinement, qui est sur la santé mentale. Ça me paraît clair.
Effectivement, j'espère que sur le plan futur, sur la santé mentale, il y aura de plus en plus d'interventions non médicamenteuses qui vont être proposées. Évidemment, dans le cadre déjà de la stratégie nationale de santé 2018-2022, il y avait l'information sur peut-être le développement et le déploiement de toutes ces interventions non médicamenteuses. Je pense que la Covid n'a fait que renforcer ce besoin. Donc merci infiniment de votre participation, de votre contribution. Il y aurait des questions sur la différence avec la sophrologie. Je vous ai déjà posé la question sur le MBSR. Je pense qu'effectivement, ces méthodes de méditation, ces interventions non médicamenteuses peuvent partager un certain nombre de techniques spécifiques, mais elles ont aussi leurs spécificités. Et je crois qu'il est important de creuser ce sillon et de les rendre de plus en plus performantes pour les cibler sur des besoins particuliers. Donc merci encore Isabelle Bertrand.